Bienvenue sur le stand du CGOS à Hôpital Expo 2008. À l'occasion de ce deuxième forum Web TV, nous avons choisi d'aborder le thème des vacances. Les vacances pour tous, est-ce encore une réalité? Voilà la question que nous allons essayer de traiter pendant une petite heure à l'occasion de ce deuxième forum. Le CGOS est un acteur majeur dans le départ des vacances des hospitaliers. Madame Liliane Lénart, présidente du CGOS, qui conclura cette rencontre à la fin de ce forum, nous rappellera la politique du CGOS dans ce domaine et les efforts budgétaires importants qui y sont consentis. Rappel rapide. Au regard de la loi, le droit au congé payé est un acquis pour tous les salariés depuis 1936. Pour autant, la possibilité de partir en vacances est aujourd'hui loin d'être une réalité pour de nombreuses personnes. La société française a connu de grands bouleversements depuis une trentaine d'années, avec des conséquences directes sur l'accès à la santé, au logement, aux loisirs, à la culture et aux vacances, un thème qui nous intéresse cet après-midi. Les agents de la fonction publique hospitalière, comme le reste de la population, sont concernés par ces bouleversements. Pour aborder ce thème, j'ai à mes côtés Pierre Perrier, que je remercie d'être venu de Rennes. Il était hier à Marseille, il nous rejoint aujourd'hui avant d'aller à Lille. Il est sociologue, il sera notre témoin pendant toute cette heure, un quart de discussion. Il est sociologue, je rappelais, maître de conférence à l'université Rennes 2. Il a écrit un ouvrage sur ce sujet qui s'appelle donc « Vacances populaires, images, pratiques et mémoire » aux presses universitaires de Rennes. Et donc c'est un témoin, on va dire, qualifié pour nous parler de cette thématique. Nous rejoindrons après M. Jean-Marc Mignon, délégué général de l'UNAT, l'Union nationale des associations de tourisme, et Mme Maryse Akos-Kouré, administrateur au CGOS Languedoc-Roussillon. Alors je vais donner tout de suite la parole à M. Pierre Perrier pour nous dire à peu près comment, depuis 1936, les vacances ont évolué, avec quelques dates peut-être, et nous dire qu'est-ce qui a changé entre 1936 et aujourd'hui. Alors peut-être déjà rectifier le symbole que nous avons tous en tête lorsqu'on pense aux vacances, c'est-à-dire la conquête ouvrière de 1936. En réalité, ce que demandait la classe ouvrière à l'époque, c'était une réduction du temps de travail à la journée ou à la semaine. Donc c'était diminuer la journée de travail et non pas avoir des vacances. C'est pour ça qu'il y a eu une certaine surprise pour la classe ouvrière lorsqu'il y a eu cet octroi qui est politique, des 15 jours de congés payés. Il faut savoir aussi que ce n'est pas la France qui a été pionnière en la matière. Il y a eu des pays voisins qui, quelques années auparavant déjà, avaient mis en place un système de congés payés. Alors, comment est-ce que ça a évolué? On sait tous qu'il y a eu une augmentation de cette durée de congés payés, donc avec la 3e, 4e semaine 69 et la 5e semaine en 1982. Mais depuis une quinzaine d'années, on constate une stabilisation dans les taux de départ et peut-être plus inquiétant, un tassement, un écrêtement même du taux de départ des classes les plus modestes de la société. Donc on aurait des écarts qui tendraient à se creuser dans le taux de départ en vacances à l'année. Deuxième point important, c'est qu'on ne part plus du tout de la même manière. D'abord, il faut rappeler là aussi, d'un point de vue historique, qu'en 1936, les ouvriers ne sont pas partis en vacances. Ils ont fait des virées, des excursions à la journée, donc c'était même pas des courts séjours, c'était vraiment des petites virées parce qu'on n'avait pas les moyens de déplacement et on n'avait pas pensé les vacances comme on les organise et comme on nous offre des vacances et des séjours clés en main aujourd'hui. Donc il a fallu un certain temps, il a fallu que des habitudes se prennent, que des organisations fassent une offre de séjour avant qu'effectivement on voit monter le taux de départ en vacances. Mais de nos jours, on constate un fractionnement dans la durée des séjours, une diminution très sensible du séjour d'été qui aujourd'hui est environ d'une douzaine de journées. Donc on part plus, mais sur des courts séjours, sur des longs week-ends, mais moins longtemps tout au moins sur le séjour d'été. Donc là il y a un changement important.
Alors peut-être juste avant de rejoindre nos amis là autour de la table ronde, sur cette grande idée du droit aux vacances qui vient du Front populaire, on peut dire, qu'est-ce qu'il en reste réellement aujourd'hui? La question qu'on peut se poser, c'est en regard de l'état de la société française et en particulier de l'activité et des statuts de ceux qui travaillent, puisque les congés se définissent dans le rapport au travail. Donc on peut prétendre à ce droit au congé si effectivement on est dans un statut de salarié. Or il y a une frange non négligeable de la population qui aujourd'hui est sous CDD, des statuts précaires et donc qui n'autorisent pas vraiment un droit au congé. Quand bien même on a des jours de congé, si on est incertain sur les lendemains et sur son avenir professionnel, on ne s'autorise pas nécessairement à prendre des vacances. Donc on y reviendra peut-être dans la discussion, mais une chose est d'avoir des congés, une autre est de prendre des vacances et je dirais de partir en vacances, qui est un peu la norme qui s'impose aujourd'hui, c'est que lorsqu'on dit vacances, on pense départ en vacances. Or c'est loin d'être le cas pour tout le monde. Donc la précarisation des statuts rend plus incertaine la possibilité de partir en vacances et menace d'une certaine manière le droit en congé. Et on voit effectivement qu'il y a des franges nouvelles de la population qui hésitent à partir, ou qui sont dans une incertitude, et s'il n'y a pas des politiques pour les aider à partir en vacances, des politiques sociales, elles ne partiront pas. Donc les vacances, il faut les penser dans le rapport au travail, donc actif, non actif. Il faut aussi les penser dans le rapport au quotidien. Le temps des vacances, et en particulier pour les femmes, et là il y a une différence entre hommes et femmes, se pense dans un rapport au quotidien. Donc les hommes disent les vacances par opposition au travail, les femmes disent volontiers les vacances par opposition au quotidien, et en particulier au quotidien domestique. Donc là il y a une différence importante. Donc d'une certaine manière, une femme pourrait ne pas travailler tout en ayant l'ambition, l'idée de partir en vacances. Alors Pierre Perrier, merci. On va prolonger cette discussion évidemment avec nos autres invités. On ira évidemment beaucoup plus loin pour essayer de comprendre, sans évidemment, on n'a pas la vocation à être très exhaustif sur ce sujet qui est vaste, parce qu'effectivement c'est un sujet qui a été peu traité, qui commence à l'être en tous les cas de plus en plus. C'est un sujet qui n'était pas toujours dans les objets d'études et de recherche des sociologues, des historiens. Ça commence à l'être de plus en plus, et on a de plus en plus d'ouvrages à ce sujet, notamment le vôtre dont on parlera tout à l'heure. Je vous retrouve dans quelques minutes, le temps de rejoindre nos invités. Bien, donc nous poursuivons notre discussion avec, je rappelle, Pierre Perrier, sociologue qui nous vient de l'Université de Rennes, Monsieur Jean-Marc Mignon, délégué général de l'UNAT. L'UNAT, je rappelle, c'est l'Union nationale des associations de tourisme. Il est délégué général, mais il vient aussi au titre de président de l'ATES. Je vais lui laisser d'ailleurs dire ce que veut dire l'ATES, ça m'évitera de dire des bêtises, chose que j'ai fait tout à l'heure. Oui, il s'agit de l'Association pour le tourisme équitable et solidaire. Alors on en parlera tout à l'heure parce que c'est un volet ou un volant important de votre activité et qui peut-être est en redondance avec les nouvelles formes de vacances qui sont plébiscitées par une partie de la population. Madame Maryse Akos-Kouré, administrateur au CGOS Languedoc-Roussillon, qui est donc aide-soignante à l'hôpital de Nîmes, au centre hospitalier universitaire de Nîmes, c'est bien ça. Alors rapidement, peut-être par rapport à ce qui vient de déjà l'introduction de cette rencontre, là on est parti de 36, le Front populaire, donc une conquête sociale. Votre vision, Monsieur Mignon, vous êtes responsable donc de l'UNAT, vous avez une vision globale sur l'évolution du tourisme social. Sur ce regard-là de M. Pierre Perrier, sur votre analyse, sur la façon dont les choses ont évolué, d'où on est parti et qu'est-ce qu'il en reste finalement? Alors, parlant de notre secteur du tourisme associatif à vocation sociale, je préfère utiliser ce terme-là, c'est vrai que c'est un secteur qui, grosso modo, existe depuis une grosse cinquantaine d'années. Mais ce qu'il faut avoir en tête, je crois, c'est qu'à l'époque où ces associations se sont établies, où elles ont commencé à bâtir un patrimoine de vacances, il ne s'agissait pas d'organiser le départ en vacances de personnes défavorisées, entre guillemets, mais plus d'organiser le départ en vacances des grands segments de population et notamment des familles. Donc je crois qu'il est important d'avoir en tête que le tourisme social à l'origine a été un tourisme fait pour faciliter le départ du plus grand nombre et notamment et en premier lieu les familles. Ça explique d'ailleurs que les structures de villages de vacances qui ont été créées dans ces 20-30 années qui ont suivi
ont correspondu bien sûr à ce qu'était la cellule familiale à cette époque-là, et ça a beaucoup changé en 50 ans, donc maintenant on s'est retrouvé un peu en décalage par rapport à ce qu'est la cellule familiale en 2008. Donc la deuxième chose à dire, c'est que c'est la société qui elle-même a beaucoup évolué. Parce qu'à une époque où dans les fins des années 50, début 60, il y avait peut-être 400 000 chômeurs, on est monté à 3 millions de chômeurs, et là d'autres priorités sociales ont émergé, qui bien entendu avaient une importance encore plus grande que le départ en vacances, et ça a changé du coup un peu la perception et le positionnement du tourisme social par rapport au départ en vacances. Alors Marisa Akos-Coré, donc je rappelais, vous êtes administrateur au CGS Languedoc-Roussillon, mais vous êtes aussi membre au niveau national de la commission vacances, enfin la commission escale vacances, sur la façon dont le CGS pense, organise et propose les vacances aux hospitaliers. Donc sur ce qui est dit là aujourd'hui, 36, l'évolution des comportements, des attitudes, l'impact des crises économiques successives, la précarisation d'une partie de la société, n'ayons pas peur des mots. Du côté des hospitaliers, dont je rappelle quand même, c'est 1 million de personnes à peu près en France qui sont concernées, 800 000 actifs et 200 à 300 000 retraités. On rectifiera si je me trompe. Non, c'est à peu près ça. Donc quel est votre regard sur cette question des vacances ? Alors, c'est vrai que donc, je suis administrateur à la commission escale vacances, où on traite différentes formes de vacances, mais après, sur le terrain concernant les salariés, une vision est différente. La mise en place de la RTT, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, depuis janvier 2002, a amené les agents à prendre des vacances, notamment un peu plus fragmentées. D'une part. Ensuite, le pouvoir d'achat, ce qu'il est aujourd'hui, l'augmentation du carburant, tous ces phénomènes-là qu'il faut prendre en compte, l'éclatement des familles, parce qu'effectivement les salariés se trouvent confrontés à des situations financières parfois délicates, et bien souvent c'est le budget vacances qui est amputé. Ce que je voulais rappeler, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'au niveau du CGOS, on propose différents séjours, différents thèmes de vacances, mais je crois qu'il va falloir quand même qu'on s'interroge, parce que notre population hospitalière est en train d'évoluer, avec des plus jeunes, des moins jeunes. Et il me semble qu'on pourrait devoir proposer à des familles qui souhaitent partir en vacances, qui s'organisent eux-mêmes la façon dont ils souhaitent partir en vacances. D'une part, le nombre de jours, d'autre part, la destination. Bon, après le coût, ça c'est autre chose, mais il me semble qu'il faut qu'on évolue de ce côté-là. Alors là, j'ai un chiffre terrible, je vous le soumets. C'est une enquête qui a été réalisée par le CREDOC, qui est un organisme qui étudie les comportements des consommateurs, qui indique que près d'un Français sur deux ne profite pas du temps privilégié qui sont les vacances. Terrible. Parce qu'on peut dire qu'il y a un échec là de la politique ou du politique dans ce domaine. Alors Pierre Perrier, ce chiffre-là, qu'est-ce qui vous inspire ? Écoutez, il va dans le sens de ce qu'on peut craindre, dans le rapport aux vacances et la possibilité de partir. Cette enquête du CREDOC parle bien du départ en vacances, qui nous pose aussi la question de est-ce que ces gens ont des congés et est-ce que ces congés, ils arrivent à les convertir en séjours de vacances. Il y a une démarche de la famille pour faire des congés qu'on a gagné par le travail, un séjour de vacances qui implique de pouvoir partir. Mais pour le plus grand nombre, effectivement, moi je l'ai mesuré dans mes recherches, les congés sont synonymes de vacances et plus particulièrement de séjours de vacances. Donc je pense qu'on a là le signe de contraintes budgétaires nouvelles qui pèsent sur les budgets des ménages, et donc le séjour de vacances dont le coût a augmenté, en même temps qu'il y a eu des gains aussi en termes d'activité, d'équipement. Donc les séjours se passent dans des formes différentes, beaucoup plus actives, avec davantage de consommation, donc ont des implications financières, ont des implications sur la durée du séjour. Donc je le disais tout à l'heure, on raccourcit la durée du séjour et on voit des implications en termes de baisse. Ceci étant, le chiffre moyen, comme souvent, masque des disparités importantes. Vous avez 88% des cadres qui partent en vacances, vous avez dans des proportions voisines les Parisiens qui partent en vacances ou les habitants des grandes agglomérations, et puis vous tombez à moins de 50% ou à moins de 40% lorsque vous regardez certaines franges de la population, les catégories les plus modestes, en zone rurale. Donc la possibilité de partir et l'aspiration au séjour de vacances varie socialement, varie géographiquement, mais les contraintes budgétaires que connaissent un certain nombre de familles font que les arbitrages ne sont pas en faveur des vacances. Donc s'il n'y a pas des politiques sociales très incitatives,
il n'y aura pas départ ni familial, ni parfois, ce qui à mon sens est plus grave et doit être un enjeu de société, ni pour les enfants. Alors, Monsieur Mignon, je me retourne vers vous. Là, quand on dit un Français en moyenne sur 2 ne part plus en vacances, est-ce que c'est quelque chose que vous avez mesuré auprès des organismes qui sont fédérés par l'UNAT? Est-ce qu'il y a moins de gens qui fréquentent les villages vacances? Est-ce qu'il y a moins d'enfants dans les colonies de vacances? Est-ce qu'il y a moins de gens dans les terrains de camping? Est-ce qu'il y a moins de locations? Très concrètement, est-ce que quand on dit un Français sur 2 ne part plus, est-ce qu'il y a un impact mesurable auprès des organisateurs qui sont fédérés par l'UNAT? Oui, bien sûr. Mais alors, moi j'ai une petite remarque sur le chiffre parce que je le trouve un peu élevé. Oui. Ça dépend par rapport à quoi on parle. Est-ce qu'on parle des vacances d'été ou des vacances sur l'ensemble de l'année? Parce que c'est vrai que l'ensemble des enquêtes qui ont été faites sur une assez grande échelle, type l'enquête sur les vacances faites par la Sofres tous les 5 ans ou des choses comme ça, c'est plutôt autour de 40% des gens qui n'ont pas accès aux vacances. Oui. Oui, non, juste pour préciser, on connaît les chiffres plus précis avec l'INSEE, qui chaque année dresse un tableau statistique sur les séjours de vacances. Vous avez 57% des Français qui partent en séjour d'été et 65% qui partent pour un séjour au moins dans l'année. Voilà. 65%. Donc, alors effectivement, peut-être qu'il y a depuis peu une partie de la population qui vraiment part beaucoup moins. Je le disais, en particulier les ouvriers, les catégories les plus modestes de la société. Mais effectivement, c'est plutôt autour de 35% des Français qui ne partent pas en séjour d'été, précisément. Alors pour revenir à votre question, je vous en prie, nous, c'est vrai qu'on constate aussi l'impact, non pas de cette baisse du taux de départ, mais de la stagnation en tout cas. Mais la raison, je dirais, elle n'en est pas que liée à cette stagnation, mais aussi au développement d'une offre de vacances qui est beaucoup plus large, puisque l'offre de vacances en France, d'une part, a beaucoup progressé, et puis ils se sont ajoutés une offre à l'étranger qui est extrêmement considérable, avec le phénomène des low cost, des vacances pas bien chères, et dans des conditions sur lesquelles on pourrait revenir d'ailleurs dans le bassin méditerranéen. Donc les raisons pour lesquelles il y a une stagnation aussi du nombre de gens qui viennent dans le secteur associatif sont relativement nombreuses. Alors un point sur les vacances d'enfants, donc ça il est incontestable que dans les années entre 97, 98 et 2002 à 2003, il y a eu une baisse d'à peu près 20% du nombre d'enfants qui partent dans les centres de vacances loisirs, dans les anciennes colos. Mais depuis en fait ça a l'air d'être à un palier, c'est-à-dire que ça ne baisse plus. Et il y a quand même un chiffre assez intéressant qu'on a constaté avec l'Observatoire des vacances, des loisirs des enfants et des jeunes, c'est que si on regarde par rapport aux années 60, le taux des enfants qui partaient en vacances par rapport à une tranche de population bien précise, il n'a pas tellement bougé en fait. Parce que c'était 10% dans les années, c'était 12% pardon dans les années 60, on est à 10% aujourd'hui, et il y avait eu un pic à 14%. On voit bien qu'il y a eu une chute, mais que il n'y a pas non plus une désaffection totale aujourd'hui par rapport aux vacances collectives. Mais il y a beaucoup de handicaps pour les développer, liés au prix, liés à la responsabilité de l'encadrement, à toutes les affaires qu'il y a eu. Mais bon, c'est pas l'objet principal de notre réunion. Mais oui, tout à fait. C'est sûr qu'on ne pourra pas forcément rentrer dans le détail. Mais simplement rappeler, je crois que vous l'avez dit à juste titre, on était habitué à voir comme acteur, je vais dire principal dans le domaine des vacances, que le tourisme social, les comités d'entreprise, les collectivités locales et territoriales. Mais c'est vrai qu'on va dire que depuis, on va dire, une vingtaine d'années, il y a une forme de marchandisation des vacances. Il y a des acteurs qui sont rentrés sur ce marché, n'ayons pas peur des mots, qui ont fait que, d'une certaine manière, peut-être qu'il y a des choses qu'on mesure moins, parce que vers le tourisme social, les associations ont les moyens de mesurer, mais est-ce qu'on a une idée, d'abord, des gens qui ne partent pas avec les organismes ou qui ne partent pas avec le secteur privé? Il y a des gens qui partent peut-être en vacances en famille, seuls, ou qui ont des formes de vacances qu'ils organisent eux-mêmes. Est-ce que ça, on peut le mesurer aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'on a tendance à mesurer que avec des cadres un petit peu qui sont peut-être datés aujourd'hui, M. Mignon. Ouais, et ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des Français part en vacances avec des hébergements gratuits, c'est-à-dire dans des résidences secondaires, chez des amis, chez des parents. Ça, c'est vraiment incontestable. Et c'est une tendance très lourde qui existe depuis très longtemps. C'est un peu lié quand même au problème de pouvoir d'achat que rappelait Mme Corret. On a moins de pognon, donc on va plutôt taper chez la grand-mère, chez l'oncle qui habite en bord de mer ou à la montagne. Et puis, presque un réflexe naturel. Oui, ça, tout à fait. Et puis, comme le disait M. Perrier tout à l'heure, je crois qu'on est aussi dans un contexte général où ce qu'on pourrait appeler une politique sociale d'aide au départ en vacances, c'est quand même sérieusement étiolé.
Donc il y a eu, vous savez que grosso modo le tourisme social s'est appuyé sur 2 piliers, qui étaient ce qu'on appelait l'aide à la pierre, c'est-à-dire des financements publics ou sociaux qui venaient pour la construction de villages de vacances, de maisons familiales de vacances, d'auberges de jeunesse, de centres de vacances pour enfants. Ça, c'est quasiment fini au niveau de l'État. Il reste quelques aides des régions, mais ça fait beaucoup moins. Et puis deuxièmement, il y avait ce qu'on appelle les aides à la personne. Les aides à la personne, donc c'est ce que vous faites au CGOS, c'est le cas aussi des bons vacances, qui s'appellent autrement aujourd'hui, délivrés par les CAF et VACAF, qui est le service commun des caisses d'allocation familiale. Et puis il y a le chèque vacances, une chèque vacances qui s'adresse qu'à des gens qui ont un emploi et qui ont une entreprise ayant un comité d'entreprise ou une administration. Donc tous les salariés des PME, par exemple, n'y ont pas accès. Et puis tous les gens qui sont sans emploi ou les retraités n'y ont pas accès non plus. Donc là, c'est vrai qu'il n'y a plus les composants de la politique sociale qu'il y avait jadis. Il est important de rappeler un chiffre, comme vous venez tout à l'heure, peut-être avant que Pierre Perrier reprenne la parole. Vous me laissez entendre tout à l'heure que le ministère du Tourisme, est-ce qu'il existe toujours ce ministère du Tourisme? Dans les différents remaniements, est-ce qu'il n'a pas disparu? Non, je ne sais plus. Est-ce qu'il y a un ministre du Tourisme d'ailleurs aujourd'hui? Écoutez, là on en est au 3e ministre en 12 mois, donc chargé du tourisme. D'accord. Alors vous me rappelez un chiffre que j'avais lu mais que vous m'avez confirmé, c'est que le budget annuel du ministère du Tourisme pour les investissements pour la rénovation des villages vacances était aux alentours de 6 millions d'euros. Il faut savoir Jadis. Oui, jadis. C'est vrai que la rénovation d'un village vacances, en moyenne, c'est aux alentours de 2 millions d'euros. Donc on peut dire, sans fâcher personne, mais objectivement, que l'État est sorti du jeu. Pierre Perrier, vous le confirmez? Écoutez, moi je suis moins spécialiste que M. Mignon sur ces questions de tourisme et de participation de l'État dans la politique et les moyens de l'offre. Je m'intéresse plus au volet famille et rapport aux vacances. Donc je laisse peut-être M. Mignon répondre à la question, il sera plus compétent que moi là-dessus. Et là ça va être court parce que la loi de finances 2008 a prévu en tout et pour tout dans le budget alloué au tourisme une ligne de 700 000 euros, j'ai bien entendu 700 000 euros pour l'accompagnement de la politique du volet social du tourisme. Donc, et là-dedans il n'y a plus le moindre euro pour la rénovation du patrimoine. Donc on est passé d'une somme qui n'était pas gigantesque, mais qui avait quand même le mérite d'exister, puis surtout de déclencher des aides annexes, collectivités territoriales, Europe un petit peu, à rien. Donc on est dans une situation qui est extrêmement préoccupante, puisque il y a l'Agence nationale de chèques vacances qui aide encore un peu, mais il y a eu pour diverses raisons des problèmes pendant 2-3 ans. Donc aujourd'hui, on peut hélas, on est obligé de reconnaître qu'il n'y a plus d'aide pour ce secteur-là au niveau de l'État. Je parle bien de l'État. Hein. Et est-ce qu'on retrouve... Alors, Madame Corré, donc vous, alors là je pose la question à l'agent hospitalier que vous êtes. Ces mutations, ces transformations, ce désengagement de l'État qui semble inéluctable, enfin en tout cas incontestable, en tout cas sur ce domaine-là du tourisme social et des investissements pour les équipements de vacances. Hein. Est-ce que c'est des choses qui sont ressenties au niveau de l'hôpital et au niveau des agents hospitaliers? Alors, ce qu'on peut observer dans la population hospitalière, c'est que le premier droit aux vacances pour l'agent, c'est de déjà avoir ses congés. Ça, c'est une première étape parce qu'il arrive bien souvent que les congés peuvent être supprimés par manque d'effectifs, etc. Alors ensuite, il y a moins de plaintes au niveau des prestations vacances parce que c'est vrai que le CGOS aujourd'hui offre relativement, il y a une offre quand même qui est séduisante. Et dans la population hospitalière, il y a divers franges de population. Il y a l'agent de service hospitalier et puis nous avons des directeurs. Et dans ce panel-là, nous offrons, de par différentes prestations, les différentes régions bien sûr, parce que chaque région après a sa politique, basée sur le national, offre, on va dire, des prestations de qualité. Alors, il a été créé le chèque vacances pour un certain nombre quand même d'agents, puisqu'après on peut le vérifier au niveau des instances nationales. Le chèque vacances est utilisé, puisqu'au niveau du CGOS, il y a des abondements qui peuvent aller de 5 à 35%. C'est loin d'être négligeable. Voilà, je crois que c'est quand même un élément qu'il faut prendre en compte, un élément positif. En même temps, M. Mignon rappelait que le chèque vacances il est lié à l'emploi. Si je ne travaille pas, je ne peux pas prétendre à un chèque vacances. Et même si je travaille, mon employeur peut-être ne me donne pas la possibilité, soit directement, soit à travers un CE, de pouvoir accéder au chèque vacances. Oui, donc, certes. Une forme de privilège, entre guillemets. Mais c'est un des privilèges de la assez paradoxalement au chèque vacances. Oui, mais c'est un des privilèges de la fonction publique, il faut quand même le citer. Voilà.
Ensuite, vous vouliez... Non, là, c'était voir l'impact sur les agents hospitaliers. On dit qu'un Français sur deux. Est-ce que c'est des trucs, est-ce que dans votre environnement proche, alors après, concernant est-ce qu'il y a les des gens enfants, qui ne partent plus en vacances pour des concernant raisons les- financières, tout simplement? Alors oui, d'une part c'est lié au pouvoir d'achat, d'autre part c'est pas une priorité aujourd'hui parce que la priorité c'est pouvoir manger, pouvoir se loger, pouvoir élever ses enfants dans de bonnes conditions. Dire par là que c'est le budget qui est sacrifié Complètement. lorsqu'on est confronté à des Complètement. difficultés. Il faut manger, il faut dormir, il faut se soigner. Voilà. Dans la pyramide de besoins, Tout il à n'est fait. pas essentiel. Il y a en tous les cas. ensuite, il y a ensuite les vacances. Voilà. D'accord. Mais concernant quand même les enfants, encore une fois, je dis que le CGOS offre des prestations, alors par le biais des séjours, des colonies, des camps, etc., qui sont relativement abordables pour les familles. Alors on a parlé tout à l'heure assez rapidement, on va y revenir 2 secondes, sur les 35 heures. 35 heures, on en parle depuis quelques mois, pas forcément toujours dans le bon sens. Il y en a qui parlent de les supprimer. Or les 35 heures qui fêtent leurs 10 ans cette année ont eu un impact sur les vacances. Alors comment on pourrait qualifier cet impact, Pierre Perrier? Ça a changé, on a dit que ça a morcelé les vacances. Alors, je crois Est-ce que ça a contribué à faire partir plus de gens ou est-ce que quel impact ça a eu réellement? Alors, ça a eu plus. Alors, je pense que les 35 heures s'inscrivent dans un processus plus général qui est celui de l'individualisation des temps sociaux. C'est-à-dire nous avons de moins en moins des temps et des rythmes collectifs. Ça, on mesure à l'échelle de la société, on mesure à l'échelle des familles, de la vie conjugale, etc. Donc on est dans des formes beaucoup plus individualisées du temps et de même, on est dans des formes plus individualisées des consommations culturelles. Donc chacun peut avoir ses activités séparément. Donc il y a un peu un modèle de vie familiale qu'on pourrait qualifier de vivre ensemble séparément qui a tendance aujourd'hui à s'imposer, à se diffuser dans l'ensemble des familles. Donc les 35 heures sont venues renforcer cette individualisation des temps sociaux au risque, me semble-t-il, que plusieurs sociologues ont pointé cette tendance qu'il y ait ce qu'on appelle... je vais employer quelques termes du jargon sociologique, une anomie temporelle, c'est-à-dire un dérèglement des temps. On n'est plus dans des temps collectifs. Or, les temps collectifs sont des temps qui soudent la société, où on se sent appartenir à un collectif, à une même société, parce qu'on est ensemble. Et d'une certaine manière, lorsqu'on est dans un centre de vacances, lorsqu'on est au camping, on a le sentiment de cette communauté qui renaît, qui revit, on est avec d'autres. Donc, les 35 heures s'inscrivent dans cette tendance générale à l'individualisation, voire l'anomie dans les temps sociaux. Deuxième remarque, c'est que... C'est plutôt un aspect négatif, on va dire, des 35 heures finalement. Écoutez, ça a morcelé, ça a individualisé. Ça peut être un aspect Donc on positif. a cassé un peu le collectif. Ça peut être un aspect positif au sens où être propriétaire de son temps, c'est être propriétaire de soi. Donc si je maîtrise mon temps, je me maîtrise, je m'appartiens moi-même. Posséder son temps, c'est s'appartenir. Vous savez, il y en a qui ont, de par leur position, le pouvoir de faire attendre les autres. Et donc c'est ça, une position de pouvoir, c'est ça, un pouvoir sur le temps, c'est quand on en dispose. Et peut-être le loisir qu'il faudrait offrir à chacun, c'est effectivement d'avoir la liberté de faire l'usage qu'il souhaite de son temps, y compris comme on dit souvent, de l'utiliser pour ne rien faire, de dispenser à loisir d'une certaine manière. Donc on peut voir un versant positif et puis un versant, si on regarde les choses à un niveau plus sociologique, où on se dit que il y a une société qui va toujours plus loin dans l'individualisation. La deuxième remarque, donc par rapport aux 35 heures plus précisément, c'est de dire qu'il a fallu un peu de temps avant de mesurer un peu l'impact, notamment sur le quotidien, la vie des familles. Or, ce qu'il apparaît, c'est qu'il faut un certain temps, 2-3 années, avant que de nouvelles habitudes se mettent en place. Donc le temps dégagé avec les 35 heures a plutôt contribué à ce qu'on fasse ensemble ce qu'on faisait auparavant séparément, ou qu'on prenne plus de temps dans certaines activités. Alors on prend plus de temps pour faire des courses, des choses comme ça qui ont été mesurées. C'est aussi on prend plus de temps pour regarder la télévision. Donc avant que les gens développent des activités nouvelles, et encore faut-il qu'il y en ait les moyens aussi économiques, il faut un certain temps, et il ne suffit pas de décréter qu'il y aurait 3 ou 4 heures de plus chaque semaine pour qu'automatiquement ça se convertisse en activité nouvelle. Donc ce sont des habitudes nouvelles à prendre et ça prend du temps. Jean-Marc Mignon, donc les 35 heures finalement, ça a eu un impact direct sur les organisateurs qui sont fédérés par l'UNAT. Très rapidement, moi je sais qu'à titre de consommateur, si j'ose dire, on a vu certains organismes qui avaient du mal à s'adapter parce qu'il fallait arriver le samedi et partir le dimanche d'après. Et alors qu'on sait que les 35 heures, c'est des séjours courts, c'est des week-ends, c'est venir en semaine. Est-ce que les organisations que vous fédérez
On en connaît un certain nombre, VVF, l'UCPA, etc., etc. Est-ce qu'ils se sont adaptés d'une certaine manière aux 35 heures avec des réponses et des offres nouvelles? Alors il est incontestable, je crois que le secteur associatif dans ce domaine avait une certaine rigidité, je dirais, de son mode de fonctionnement, parce qu'il voulait vraiment offrir une semaine avec tout compris, l'animation, un rythme aussi de rencontres, d'activités collectives qui avait du sens d'ailleurs. Donc l'arrivée des 35 heures a pas mal changé les habitudes effectivement. D'abord parce qu'elle a fait multiplier les petits séjours de printemps et souvent au détriment des séjours du mois de juillet. On a eu un basculement sur route assez notable du fait de ces multiplications de jours de vacances au printemps, toujours pour ceux qui peuvent en profiter bien entendu. Donc ça a changé les pratiques. Et il est tout à fait exact que la durée moyenne du séjour principal d'été a réduit comme neige au soleil, parce que nous, dans les villages de vacances, je crois qu'on est à 10 jours,2 de moyenne aujourd'hui, là où on était parti de 3 semaines il y a les années 60-70, quoi. Donc, qu'il y ait eu un impact des 35 heures sur le mode d'organisation et de l'offre de vacances associatives comme de l'offre touristique en général, c'est incontestable. Et je crois que ça a eu pour effet aussi de pousser un peu nos propres associations à être plus flexibles, plus souples, à avoir une offre de vacances qui soit un petit peu moins formatée que ce qu'elle était précédemment. Alors une question peut-être sur laquelle vous pouvez tous les trois répondre, et je crois que ça serait un peu difficile de faire l'impasse, c'est ce qu'on appelle les colos, les colonies de vacances. Alors on avait quelques images tout à l'heure qui ont été diffusées, qu'on retrouvera dans le film qui sera monté, une colonie de 1935, d'une ville de la région parisienne, et on faisait partir à l'époque jusqu'à 600 enfants sur un même endroit et un même séjour. Alors est-ce qu'aujourd'hui c'est des formats qu'on retrouve encore? Est-ce que parce qu'on dit par exemple les colos, c'est un peu ringard, c'est etc., etc. Est-ce que c'est un concept dépassé? Peut-être Pierre Perrier sur les colos, vous avez un mot à dire? Excusez-moi. Les colos sont dans les mêmes contraintes et suivent les évolutions qu'on observe en société, c'est-à-dire qu'il y a une demande plutôt de séjours thématiques, de stages à thème, d'activités nouvelles. Donc les jeunes aspirent sur les temps vacanciers à pratiquer ce à quoi ils n'ont pas accès en temps ordinaire, et de ce point de vue d'ailleurs les organismes sociaux peuvent proposer à ces jeunes ce à quoi ils ne pourraient pas prétendre de par les ressources de leurs parents, ce qui pose un problème parce que ces activités sont souvent des activités qui nécessitent un encadrement technique d'assez haut niveau, qui sont coûteuses, donc en même temps que c'est la demande qui s'exprime avec des effets de mode très présents, donc il ferait qu'il y a un renouvellement incessant à faire dans cette offre d'activité. Donc c'est assez compliqué pour les prestataires parce qu'effectivement il faut en permanence renouveler l'offre. Donc l'offre doit être renouvelée, elle est plus onéreuse et il y a une demande des jeunes sur ces formats-là. Donc la colonie de vacances a vécu dans sa formule ancienne. Je pense qu'il faut réinventer des formes nouvelles de vivre ensemble sur ces temps vacanciers. Il faut être inventif de ce point de vue. Madame Courret, donc on me demande de conclure, on va le faire dans la minute qui suit. Est-ce qu'on sent ce que vient de dire Monsieur Perrier sur les offres vacances en direction des enfants dans le catalogue du CGOS? Est-ce qu'on fait partir moins d'enfants que l'on faisait partir il y a 5 ou 10 ans? Alors on dans va les dire colos, que fameuses colos. c'est relativement contradictoire. Pour ma part, je suis toujours partie en colonie, mes parents n'avaient pas les moyens qu'on parte ensemble. Donc je garde un super souvenir des colonies de vacances. Mes enfants, je continue à les faire partir en colonie dès que je le peux parce que je trouve que ça développe le côté social, les valeurs humaines, etc. Alors au niveau du CGOS, chaque région offre bien entendu des colonies et c'est vrai qu'elles sont tout le temps archi complètes, que les enfants peuvent en bénéficier. Mais je crois malgré ce qu'on devrait davantage développer ce côté intérêt général parce qu'aujourd'hui l'individu, comme vous le citiez, est individuel. Il n'est plus sur intérêt général, donc les gens restent chez eux, cloisonnés, ne parlent plus même à leurs voisins, et je trouve ça dommageable dans notre société, qui est une société de consommation. Alors je vous propose pour conclure, parce qu'il faut qu'on l'aborde assez rapidement, vous en serez d'accord avec moi, Monsieur Mignon, c'est les nouvelles offres de vacances aujourd'hui. On a dit que ça s'est morcelé, que les gens partent moins longtemps, mais plus souvent, en tout cas pour ceux qui partent, on va dire,
les autres Français, il en reste encore heureusement, qui partent en vacances. Donc il y a des nouvelles formes de vacances, il y a des nouvelles attentes, parce que peut-être que la formule la Tunisie à 300 €, on se retrouve devant une piscine, quand on l'a fait une fois ou deux, on commence un peu à être usé. Il y a peut-être des envies de découvrir le monde, de découvrir les autres, de découvrir la façon dont vivent les autres. Et en ce sens, je crois que la TES que vous présidez, M. Mignon, s'est installée dans ce circuit. Donc l'idée du tourisme solidaire, c'est de s'appuyer sur des projets issus des communautés locales, donc surtout dans les pays du Sud, mais qui ont une retombée économique qui va au développement de la communauté et qui intègre les gens de la communauté dans le projet touristique. Donc c'est en ça que c'est original. Et la deuxième chose qui me paraît fondamentale, c'est comme dans tous les modes de consommation, on sent bien dans l'opinion publique, en France comme à peu près partout, il y a une prise de conscience qu'on ne veut pas consommer entre guillemets idiot, qu'on veut donner du sens à ce qu'on fait, y compris dans le temps de vacances et du tourisme, et que si on peut voyager dans des pays qu'on a envie de visiter, mais qu'en plus ça peut être utile, que ça va dans le sens d'une autre idée qu'on a peut-être des échanges internationaux, du développement, que c'est pas mal. Donc il y a une grande sensibilité à ces formes de tourisme aujourd'hui, qui restent encore relativement mineures en volume de personnes concernées, mais qui répondent, je crois, vraiment à des aspirations qui deviennent profondes de la société, ce qui rejoint aussi ce que vous dites sur le développement durable ou d'autres éléments de cette nature. Un petit mot, mais vraiment rapidement, Marie Scouré, là-dessus. Oui. Puis on demandera le regard du sociologue, c'est de nouvelles formes de vacances à étudier, probablement. Concernant la réduction du temps de travail, effectivement, comme M. Perrier pouvait le dire tout à l'heure, ça a amené davantage les agents à s'occuper de soi, à prendre du temps pour soi au quotidien, peut-être partir en vacances, mais plus fragmenté. Mais il y a le compte épargne-temps qui permet à l'agent d'épargner des jours et de se retrouver à un moment donné avec une semaine ou deux à prendre en plus des vacances obligatoires. Voilà. D'accord. Alors, M. Perrier, donc on va conclure avec vous, en tout cas, cette table ronde. Donc, sur ces nouvelles formes de vacances, c'est quoi? C'est un signe d'espoir. D'une certaine manière, on disait avec M. Mignon tout à l'heure qu'on revient un peu sur des fondamentaux de l'éducation populaire. C'est-à-dire la découverte de l'autre, le respect de l'environnement, on est centré sur l'activité, la découverte du milieu naturel. Et on va sortir un peu de cette période d'activisme. Si on n'avait pas 25 activités dans un catalogue, on n'y allait pas en gros. Hein. Écoutez, j'espère que l'histoire va vous donner raison. Donc il faudra attendre quelques années avant de pouvoir le vérifier. Mais si on se posait la question, je vais essayer de conclure comme ça, à quoi ça sert les vacances, hein, donc les fonctions des vacances, peut-être il y en aurait deux importantes à citer. Une première fonction, ce serait une fonction de renforcement du lien social, ce que vous avez dit. Et je pense que de ce point de vue, les activités, c'est bien et ça correspond à une demande, mais il faut que les activités ne soient pas une fin en soi, qu'elles soient un support pour développer des sociabilités et s'enrichir au contact des autres. Donc, il y a cette dimension de renforcement du lien social, mais le lien social c'est au niveau de la famille, c'est en société, c'est même à l'échelle de la rencontre entre des groupes humains appartenant à des sociétés différentes. Et une deuxième fonction, ce serait une fonction de, on va dire, reformulation identitaire, d'altération identitaire. C'est quoi l'altération identitaire? C'est lorsque la rencontre de la différence m'aide à m'enrichir, à me reconstruire, à me redéfinir. Donc ça veut dire que si je vais à l'étranger pour faire le lien avec ce que disait M. Mignon, je ne vais pas me transplanter ailleurs. Je vais me frotter à une différence dont je vais m'enrichir. Merci. Écoutez, je vous propose qu'on s'en arrête là pour cette table ronde. On va conclure avec Madame le Président. Une petite transition musicale avec Elliot, et puis on continuera dans 20 secondes. Voilà, donc nous sommes avec Madame Liliane Lénart, présidente du CGOS. Bonjour. Donc vous avez suivi attentivement ces 3 petits quarts d'heure autour de la question du droit aux vacances. On a fait un large tour d'horizon depuis l'histoire 1936, assez rapidement, je vous l'accorde. Ce n'était pas le propos que de rentrer dans un discours universitaire et sociologique sur la question des vacances. Donc nous sommes là pour conclure avec Monsieur Pierre Perrier qui est toujours avec nous. Donc alors, Madame Lénart, les agents de la fonction publique, on l'a vu, hospitalière, comme le reste de la population, ont été concernés par ces bouleversements, par ces différentes successions de crises économiques avec des conséquences sur l'accès à la santé, aux loisirs, et évidemment aux vacances. Comment le CGE s'est adapté à ces difficultés et quelles sont les prestations et les actions qu'il a mis en œuvre? Madame Courret, tout à l'heure, en a parlé assez longuement, les membres de la commission vacances, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites par le CGOS. Pourriez-vous nous rappeler brièvement les actions et les prestations du CGOS dans ce domaine?
Je vais essayer. Alors, je veux dire que le CGES participe largement aux vacances. D'abord, le financement autant au niveau national qu'au niveau régional. Au niveau national, le CGES participe au financement par le biais du catalogue Escale Vacances, par le biais du catalogue Libre Évasion et bien entendu par les coups de cœur. Et le montant de la participation représente à ce niveau-là 17 millions d'euros, ce qui est quand même une somme considérable, et permet à 75 000 agents, ce qui représente à peu près 200 000 personnes si on prend toute la famille, de participer à des vacances et de partir en vacances à un meilleur coût. Parallèlement au niveau régional, le CGES participe également aux prestations vacances, je dirais dans le cadre de l'épargne vacances par le chèque vacances. Là aussi, le montant des prestations, le montant des crédits est de l'ordre de 10 millions d'euros et permet également à 70 000 agents de pouvoir bénéficier de ce type de prestations. Et par le biais d'une prestation vacances qui est versée aux agents, qui est soumise à quotient familial. Et là également, c'est un montant de 17 millions d'euros. Donc ça fait pour 70 000 agents et 200 000 personnes à peu près. Donc si on reprend ce que verse le CGES au niveau de prestations, au niveau dépenses pour les vacances, on peut dire que dans le cadre de ce catalogue de prestations, on a en 1 la prestation éducation, on a en 2 la prestation maladie et on retrouve finalement en 3e position les vacances. Donc on peut trouver que le CGES traduit très concrètement à travers un budget extrêmement important, vous le rappelez tout à l'heure, l'aide au départ aux vacances des hospitaliers. Je veux dire, s'il n'y avait pas ça, il y aurait beaucoup d'hospitaliers qui resteraient un peu sur le carreau. Je pense que le CGES permet à des gens qui normalement ne partiraient peut-être pas de partir dans de meilleures conditions. Et je pense que ça, c'est une action solidaire et qui est nécessaire pour tous. Et je voudrais même ajouter qu'en 2008, finalement, on va un petit peu plus loin puisqu'on s'est lancé dans les vacances solidaires. On a fait un partenariat, une convention de partenariat avec ATES pour proposer aux agents hospitaliers de partir en vacances autrement. Et je pense que ça montre l'évolution du CGES et son adaptation à l'évolution des mentalités. Donc on peut aussi considérer que le CGES, il n'est pas simplement dans un rôle de gestion de l'offre vacances, il est à l'affût, il est à l'écoute, il est attentif à la façon dont les choses évoluent, il est attentif au soubresaut des différentes crises que traverse la société française, et il essaie d'adapter autant se faire que peut son offre avec le souci permanent de faire partir le plus possible d'agents hospitaliers en vacances. Je pense que c'est ce qu'il fait et il essaie de s'adapter à la demande qui est formulée par les hospitaliers parce que c'est le CGES pour les hospitaliers et avec les hospitaliers. Alors monsieur Pierre Perrier, donc là vous avez la réaction de la présidente, du président du CGES où on prend la mesure de l'effort extrêmement important qui est consenti par le comité de gestion des offres sociales et des offres publiques, mais de façon plus générale par les acteurs du tourisme social, que ce soit des CE, des collectivités locales. Donc finalement, est-ce que d'une certaine manière, ils prennent un peu la place de ce que faisait peut-être l'État au début? Écoutez, ce qui m'apparaît à poursuivre, c'est en tous les cas cet engagement à la fois éthique et financier. Parce que les vacances, contrairement à l'idée un peu marchande qu'on nous vend des vacances et du tourisme, c'est un enjeu de cohésion sociale, c'est un enjeu de lien social, c'est un enjeu, on le disait tout à l'heure, pour se reconstruire dans une identité positive. Et donc, je pense que ces actions contribuent, sont à la hauteur de cet enjeu. Les vacances ne se réduisent pas simplement au temps du séjour, c'est ce qui précède et ce qui suit. Si on réduit les vacances au temps du séjour, on ne perçoit pas toujours bien en quoi ça peut être un enjeu. Bien sûr, il se passe des choses pendant ce moment-là et c'est très important. Mais il y a tout ce qui précède le séjour, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'imaginaire vacancier, les rêves de vacances qu'on peut formuler, le projet qui va s'écrire en famille. Ce projet, c'est une perspective, c'est un ciment unificateur dans la vie familiale. Qu'est-ce que c'est qu'une vie sans projet, sans perspective? Je crois que les vacances sont un des moments où une famille peut se projeter. Mais c'est un moment où elle peut se projeter, mais c'est un moment aussi où elle pourra se souvenir. C'est-à-dire qu'au retour de vacances, on s'est forgé des souvenirs. Donc il y a une histoire familiale qui s'écrit, je dirais, à travers les séjours de vacances. Donc ça dure beaucoup plus longtemps que le temps du séjour. On a vu tout à l'heure que les temps du séjour avaient tendance à diminuer. Et je crois que tant que les politiques n'auront pas pris conscience de cet enjeu, on restera sur des dispositifs qui sont, à mon sens, insuffisants, et en particulier pour les primo-partants, parce que moi, j'ai acquis la conviction au fil de mes recherches, si vous voulez, qu'il y a nécessité de faire partir au moins une fois, et on se rend compte que les familles qui sont parties au moins une fois repartent beaucoup plus souvent et à leur initiative. Donc c'est pas faire de l'assistance pour amener les familles au départ, c'est leur rendre possible ce à quoi elles ne pourraient pas avoir accès seules, et une fois
que c'est rendu possible, elles se mobilisent davantage par leurs propres moyens, à leur initiative. On le disait tout à l'heure, en allant dans des séjours dans la famille ou en bénéficiant des résidences des uns et des autres pour d'autres séjours. Donc il y a un enjeu de société et de cohésion sociale autour de ces politiques vacances. Alors je me retourne à nouveau devant Madame Lénard, ce sera ma dernière question. Le CGOS n'est pas organisateur directement des vacances, à part peut-être la gestion d'un centre de vacances, mais pour l'essentiel il fait appel à des prestataires, on l'a vu tout à l'heure, notamment la plupart sont fédérés par l'UNAT. Il y a une exigence de qualité, je crois. C'est-à-dire que le fait que le CGOS n'organise pas directement, ça l'empêche pas d'être extrêmement rigoureux, voire plus rigoureux dans le choix des prestataires qui vont proposer des vacances, ça soit d'ailleurs dans le cadre du catalogue Escale Vacances ou de façon plus générale dans toutes les offres vacances du CGOS. Donc il y a une exigence de qualité, mais il y a aussi également, je crois, le souci qu'après les vacances, on puisse questionner et mesurer exactement si l'offre qu'on a élaborée correspond bien et a bien été vécue par l'hospitalier. Je crois que c'est un souci permanent, la qualité de nos offres, Madame le Président. C'est exact. Je pense qu'on fait très attention aux prestataires qu'on choisit, puisqu'on les choisit après appel d'offres, et sur la base d'un cahier des charges qui est très strict. Et on vérifie après que tout s'est bien passé. Et on fait un contrôle, on demande un retour, et si ça s'est mal passé, on ne les reprend plus les années suivantes. Mais c'est très important pour nous d'apporter à ce niveau-là, pas seulement un catalogue de vacances, un choix, mais d'avoir un plus, que les gens soient bien accueillis dans de bonnes conditions et qu'ils reviennent satisfaits. Alors, on a vu tout à l'heure que l'offre vacances du CGOS, ça se traduit par le catalogue, qui est un outil important, qui fait partir beaucoup de gens, par les prestations régionales, mais aussi par le chèque vacances. Le chèque vacances est en train de prendre une place de plus en plus importante. Est-ce qu'il traduit une orientation très forte du CGOS de privilégier ce moyen de départ en vacances par une aide directe, par ce qu'on appelle l'abondement ou la participation financière du CGOS? Le chèque vacances est un des éléments de possibilité pour les gens de partir en vacances, mais il ne peut pas être le seul, parce que tous les gens n'ont pas envie de faire un chèque vacances, ils préfèrent choisir dans le cadre d'un catalogue. Et moi je suis persuadée que pouvoir choisir quelque chose dans le cadre d'un catalogue, c'est très important, ça participe effectivement à la dynamique préparation des vacances, le plaisir de pouvoir partir et la suite, après discuter de ce qu'on a fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On peut dire que d'une certaine manière, vous répondez à tous les besoins. Le CGOS répond aux besoins des hospitaliers. Il cherchera toujours à s'adapter à ce qu'ils veulent. Tous les publics, tous les goûts, toutes les envies sont à peu près satisfaits dans nos nos offres. Les moins jeunes, les handicapés, tout le monde. D'accord. Donc vous dressez un bilan plutôt positif, malgré les difficultés qu'on a énoncées, débattues depuis une heure. Je pense qu'on peut dresser pour les vacances un bilan positif. Je dirais le retour qu'on a par les hospitaliers, c'est globalement quand même un bilan de satisfaction. Même si on se rend compte que les gens partent peut-être un peu moins qu'ils ne partaient avant. Bien, écoutez, je vous propose, à moins que vous ayez des choses à rajouter, Monsieur Perrier, écoutez, je propose qu'on clôture là notre table ronde sur les vacances en vous remerciant.